Je suis responsable des investissements des sociétés d'AXA du sud de l'Europe et des pays émergents du groupe AXA. Donc on est une demi-douzaine de CIO avec les CIO de la France et des autres grands pays du groupe AXA. Et on a un groupe CIO sous la responsabilité du CFO du groupe. Voilà. Donc, et en transversal, je m'occupe, ça c'est mes fonctions au quotidien, et puis ensuite en transversal, je suis responsable avec le service de Corporate Responsibility au sein du groupe AXA, bien de définir une certaine politique de l'investissement responsable, et ensuite de l'implémentation avec nos asset managers. Je vais vous expliquer, dire ce que nous faisons au sein du groupe AXA en termes d'investissement responsable. Et puis ensuite, je ferai un zoom particulier sur ce que l'on entend par décarbonisation des portefeuilles, où nous en sommes, humblement, et puis surtout quels sont les projets que nous pensons mettre en œuvre. Alors tout d'abord, très rapidement, je voulais je voulais vous montrer l'organisation ou la gouvernance qu'il y a au sein du groupe AXA, que tout simplement, il n'y a pas juste une volonté de dire que l'on fait de l'ESG, ça va beaucoup plus loin que cela. Comme vous pouvez le voir, on a mis en place, au-delà des plaquettes marketing que vous pouvez retrouver sur le site axa.com, il y a une véritable gouvernance au sein du groupe pour valider les décisions qui sont prises et ensuite s'assurer de l'implémentation de ces décisions. Donc on a mis un comité en place qui s'appelle le Responsible Investment Committee, qui est au centre du document, et puis ensuite on a un sous-comité de celui-ci qui est en quelque sorte comme un comité de crédit de l'ESG. Et c'est là où on va discuter dans ce comité de toute une série de lignes d'investissement qui pourraient poser un sujet de réputationnel ou parce qu'il y a justement des articles qui sont écrits dans la presse sur cet investissement, sur cette exposition, et à ce moment-là, on décide au niveau du groupe si on conserve ou pas cette ligne. C'est ensuite rapporté au comité responsable, et à partir de là, c'est implémenté si tous les feux verts sont donnés dans ces deux comités. Donc tout ça, c'est formalisé avec des présentations, des minutes, et c'est certainement quelque chose que l'on met en avant avec toutes les associations, les ONG qui nous interrogent sur notre gouvernance interne sur ces différents sujets. Que c'est juste pas un effet du prince de décider de sortir d'une ligne en particulier. Il y a très longtemps, et on est toujours sur cette vague pré-COP21. Henri Decazes, notre président à ce moment-là, avait annoncé quatre axes de développement: mettre en place l'ESG et tout ce qui était le suivi et la mesure de la carbon footprint. Un deuxième qui était affiner et consolider tout ce qui serait exclusion. Impact investing, que l'on considère être à part de l'ESG. On peut toujours dire que l'ESG c'est de l'impact et mesurer l'impact de l'approche ESG. Mais en fin de compte, chez AXA, on définit l'impact investing en faisant nous avons monté 2 fonds, on travaille sur le 3e désormais, où on finance soit des actions sur financial inclusion, la santé ou l'environnement, principalement sur des classes d'actifs qui ne sont pas représentées dans notre portefeuille principal d'AXA pour les grandes sociétés. Donc c'est principalement investir sur des projets en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique. Et ensuite, on a un 4e axe, c'était de travailler sur... J'avais 5-10 minutes. Ah oui. Voilà. Je vais rester après sur ce slide, parce que c'est celui que je souhaiterais développer. Et ensuite, le 4e axe était l'ambition d'investir à ce moment-là
3 milliards d'euros sur ce que l'on considérait être des actifs verts. Alors, depuis lors, parce qu'on parle de 2015, depuis lors, ça a été la course entre les différentes maisons sur qui allait faire plus d'investissements divers. Et donc, nous aussi, on a participé à cette course, on était précurseurs avec les 3 milliards, et puis finalement, voyant ce que faisaient les autres, on est désormais passé à 20. Et donc notre chiffre annoncé par le nouveau président Thomas Burbel l'année dernière est donc de passer à 20 milliards d'investissements en actifs verts. 20 milliards, alors 12 et 15 milliards, on va dire 20 milliards, mais ça représente très peu de l'ensemble des actifs du groupe AXA qui se situe aux alentours de 700 milliards. Donc, si on fait cette division, on n'arrive qu'à quelques petits pourcentages du portefeuille. Sachant que Christina Figueres proposait que les investisseurs institutionnels investissent jusqu'à 1% de leurs actifs en actifs verts. On en fait un petit peu plus, mais ça ne couvre pas du tout les besoins pour ce qui devient pour nous, en tout cas AXA étant un groupe français, une obligation sur la transition énergétique. Alors on a parlé tout à l'heure de transition écologique. Alors je ne sais pas si les deux, transition écologique ou transition énergétique, ont les mêmes définitions. En tout cas, chez nous, on n'en est que à la transition dite énergétique. Et donc travailler sur notre footprint carbone et surtout dans le contexte du TCFD et de l'article 173. 173 qui est donc une réglementation française sur le financement de la transition énergétique. Donc un des articles, l'article 173, donc vous pouvez voir le nombre d'articles qu'il y a dans cette loi, passée par Ségolène Royal, donc juste au moment de la COP21, et qui oblige les institutionnels et les asset managers français en France donc de déclarer dans leur rapport annuel ou d'inclure dans leur rapport annuel leur plan pour financer la transition énergétique. Donc, au niveau du groupe AXA, on pourrait dire que ça fait partie du E, alors de l'ESG. En fin de compte, on a un projet, enfin on a mis en place un projet ESG qui consiste à développer des méthodologies pour s'assurer que les gérants des différents portefeuilles... Alors justement, la méthodologie. Quelles que soient les classes d'actifs, en fin de compte, aient à leur disposition un score E, S, G, et puis ensuite, bien entendu, E et G par moyenne pondérée, puissent travailler sur leur portefeuille pour calculer à un instant T, au début du projet, un score par portefeuille, puisque ce score E et G est calculé ligne à ligne, donc par agrégation, on a des scores des portefeuilles de chacun des pays du groupe AXA, et ensuite, bien entendu, au niveau du groupe AXA en consolidé. Donc ce qui nous intéresse, nous, à ce moment aujourd'hui, c'est le consolidé au niveau du groupe AXA, mais par contre, pour les gérants de portefeuille, c'est le ligne qui est le plus important, afin de respecter, dans la gouvernance que nous avons définie, un objectif qui est aujourd'hui de maintenir nos scores pour essayer de bien comprendre l'évolution de ces scores, ligne à ligne, avec le temps. Parce que, bien entendu, cela va dépendre, l'évolution de ce score dépend de la méthodologie du score en lui-même, plus de ce que font les entreprises en tant que telles pour essayer d'améliorer leur propre score. Donc ce projet ESG est désormais en place. Donc, nous souhaitons pouvoir dire au niveau du groupe AXA que l'ensemble de nos actifs sont gérés avec une méthode ESG. Vous avez sur le graphe les différentes classes d'actifs et il nous reste à couvrir encore 19% du portefeuille parce qu'on arrive maintenant dans des classes très illiquides, très difficiles à pouvoir cerner comment développer ces méthodologies ESG pour que ça reflète quelque chose d'intelligible que l'on puisse partager avec ceux qui nous poseraient des questions sur ces méthodologies. Donc ça c'est en place et on a désormais des reportings de niveau groupe
qui nous donne nos différents scores. Mais nous avons eu des débats, et sur la présentation, je vais m'arrêter là, et je vais revenir sur ce slide, parce qu'aujourd'hui c'est la décarbonisation, surtout pour revenir à l'objectif de la présentation, qui est la décarbonisation des portefeuilles. Donc décarbonisation des portefeuilles, c'est pas seulement augmenter le score ESG de son portefeuille. Pour moi, augmenter le score ESG à l'instant T, c'est pas vraiment un objectif. Pourquoi? Parce que le E, on n'a pas. Autant sur le E, il y a un projet qui est la transition énergétique et donc l'article 173, comment financer un monde de moins de 2 degrés ou 1,5 pour ceux qui veulent pousser l'objectif, veulent pousser un objectif ambitieux. On essaye juste déjà d'être à 2 degrés. Et donc, quelque part, les objectifs ESG, ce que l'on veut, c'est s'assurer, c'est plus un objectif quantitatif d'amélioration de l'ESG. Ce que l'on veut s'assurer, par contre, c'est que tous les gérants de portefeuille prennent bien en compte les facteurs ESG quand ils sélectionnent un titre. Pour dire qu'on a des gérants qui vont regarder au-delà de la valeur d'un titre, ses ratios financiers ou son risque de crédit, mais qu'on regarde aussi l'impact de cette entreprise sur la société de manière globale. Donc ça, c'est important de pouvoir le dire. Oui, ça veut dire quoi aujourd'hui? Que l'ensemble des gérants considèrent ces facteurs dans le choix de leurs investissements à 100%, 80%, c'est quoi le ratio? Aujourd'hui, c'est jusqu'à 80% selon les classes d'actifs, mais sur le portefeuille crédit ou equity, c'est à 100%. Voilà, et sur les govies. Et ça, c'est donc à 100%. Et aujourd'hui, leur seul objectif, c'est de maintenir les scores de manière constante. On est en train de travailler dans la gouvernance que je vous ai expliqué, de travailler sur quel pourrait être un objectif, on va dire ESG plus ambitieux, sachant qu'on a donc un autre objectif qui est le 2 degrés. Donc comment travailler, comment s'assurer que l'on décarbonise nos portefeuilles pour être en ligne avec le 2 degrés. Alors, c'est quelque chose de très difficile parce qu'il y a énormément de pression qui est mise sur les investisseurs institutionnels comme nous, mais en fin de compte, nous investissons forcément dans des sociétés, et si AXA doit être dans un monde finançant moins de 2 degrés, ça veut dire que les entreprises dans lesquelles on investit doivent aussi avoir un plan de transition de moins de 2 degrés. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rester en cash, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc parfois, ce qui manque dans nos différents panels, c'est aussi d'avoir les corporates, parce que ce ne seront que les corporates qui feront en sorte que nous, investisseurs institutionnels, et je ne me défausse pas en disant cela, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'assurer que les corporates proposent aussi des plans d'action qui leur permettent d'être dans un monde de 2 degrés. Alors comment vous assurez ça justement, concrètement, par exemple, avec des exemples? Alors, concrètement, on participe à différentes... On participe à différentes initiatives, dont Climate Action 100+, et ça, c'est effectivement au travers de l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à une entreprise, sauf à ne plus les financer. Alors, ce que l'on fait sur certains secteurs, donc évidemment le charbon, comme nous tous maintenant, investisseurs institutionnels, on a quitté avec une définition qui reste la définition des ONG, on va dire une définition de place, dès lors que l'utility company ne dépasse pas 30% de son chiffre d'affaires, donc sur le charbon. Donc si c'est en dessous, on garde, et si c'est au-dessus, on vend. Pour faire simple. Mais alors, au-delà de ça, l'idée, c'est pas toujours d'avoir des biais négatifs. On ne veut pas interdire. On a besoin de tous les acteurs sur la place, et on a donc besoin plutôt que les entreprises s'adaptent au monde de 2 degrés. Voilà. Et ceux qui ne le feront pas, tout simplement, on ne les financera pas. Mais je préférerais, à ce moment-là, savoir exactement pourquoi on ne finance pas quelqu'un, mais donner la chance à la plupart des entreprises de s'adapter à cette obligation d'être dans un monde de moins de 2 degrés.
Voilà. Et donc, Climate Action 100, c'est une des initiatives où les investisseurs de la place prennent la responsabilité de leadership et d'une relation avec quelques corporates pour les engager et pour les challenger pour aller plus vite et quels sont leurs plans sur cette transition dite énergétique. Alors, par exemple, dans le groupe AXA, nous, on a Air France, AXA IM à Renault, et puis on aura d'autres noms au fur et à mesure. Mais ce sont les deux noms sur lesquels aujourd'hui, en tout cas, qui ont le plus de visibilité au sein de... Rebondir sur les green bonds et une réaction par rapport à ce point de vue. Ah, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire que est-ce que l'on veut aujourd'hui investir nos actifs dans des sociétés avec de low carbone ou être plutôt sur un chemin de transition. Il est clair que, compte tenu de la taille de nos bilans, on ne peut pas aller dans des produits que je considère des produits niches, qui est des fonds ISR low carbone, ça je le comprends. Mais qu'on demande à AXA de 800 milliards d'investir dans du low carbone, c'est juste pas possible et je dirais presque irresponsable. Donc je partage cet avis. J'espère qu'on pourra... C'est vrai qu'aujourd'hui, la partie, pour revenir à l'engagement, c'est plus dans la culture des gérants de portefeuille actions que les gérants de portefeuille obligataires. Et je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, les deux sont séparés. Donc l'idée, c'est bien de converger, faire converger les deux initiatives. Et quand on s'adresse à une société, on s'adresse à une société pour sa gestion de son bilan global, et non pas juste pour les investisseurs sur la partie equity. Mais je partage beaucoup ces mêmes avis. Ok. On va prendre une ou deux questions purement sur le décarboné. Ensuite, on fera à la fin une question générique sur les trois sujets. Est-ce qu'il y a une question brûlante sur le décarboné? Sachant qu'on aura l'occasion de... Oui. Si vous... Est-ce qu'il y a des questions sur les green bonds auprès de notre panel? Olivier? Mais même si on a plus, ma vue, c'est que ça restera quand même un produit de niche pour des fonds spécialisés ou pour des acteurs de taille plus modeste et donc avec des objectifs à ce moment-là qui peuvent être beaucoup plus agressifs en termes de carbone footprint. Pour des énormes bateaux comme il y en a à travers le monde, parce qu'on doit investir chaque année des dizaines de milliards d'euros, il n'y aura pas les émissions sur le marché pour remplir notre carnet. Et donc moi je reviens en disant, à long terme, on peut faire, oui, le faire du green, ça nous aide. Entre avoir vendu les entreprises, le charbon, et puis faire un peu de green, et surtout sur l'immobilier aussi, parce qu'on parle ici surtout de crédit, mais il y a l'immobilier aussi, un gros travail qui est fait sur l'immobilier pour rendre nos immeubles plus verts, parce que ça aussi, ça contribue énormément, faire baisser le carbone footprint de nos immeubles, et le tout est du court terme. Les green bonds, on en fera à dose homéopathique au fur et à mesure qu'il y en a sur le marché, mais après, moi je reviens sur les entreprises qui vont vraiment essayer de travailler à fond leur transition énergétique. Et cela, il faut les encourager parce que c'est à travers cela que l'on va vraiment pouvoir avoir un monde de 2 degrés. On n'arrivera pas à un monde de 2 degrés juste en faisant plus de green bond. C'est pas vrai, sauf si le green bond devient 100% parce qu'il reste 100% des émissions. Et à partir de là, pourquoi pas? Mais les deux convergeront. Sinon, il faut absolument engager avec les entreprises, et sinon on n'aura pas de monde de degrés là-dedans. Puis ensuite, voilà, ce que l'on prévoit sur les impacts sur les températures.